peut-être Franck Lirzin, Absolument. sur ce thème-là des espaces. Oui, parce que pour une foncière, c'est un peu un sujet un peu différent quand même, légèrement différent. Oui, en fait, ce qui est différent pour nous, c'est qu'avec nos clients, on a une relation qui dure 1 an, 2 ans, et certains sont là depuis 50 ans dans nos résidences. Donc c'est quelque chose de très dans le long terme. Et on a effectivement des espaces partagés. On en a beaucoup dans les résidences étudiantes, c'est une bonne pratique. On en développe de plus en plus, des espaces de travail, des espaces de détente, des cuisines partagées. On le met aussi en place dans les résidences. Donc je parlais des bibliothèques partagées, des potagers, on a des jeux pour les enfants. Et je pense que la clé du succès, à chaque fois, c'est l'humain. Il n'y a que spontanément, les résidents ne vont pas d'eux-mêmes se réunir, organiser, etc. Il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait une animation. Donc c'est ce qu'on met en place, par exemple, pour les résidences étudiantes. On les incite, on leur donne un budget pour qu'ils puissent réaliser ces animations, on organise ces animations. Et ça permet. Après, une fois que ça a démarré, ça se poursuit, ça plaît, ça entraîne, mais il faut à chaque fois qu'il y ait une présence, que ça peut être le gardien, on en a parlé au début, à mon avis c'est fondamental, ou des gestionnaires, qui soient là pour animer, pour faire vivre ces espaces communs, sinon au bout de 6 mois, 1 an, voilà, la flamme qui était là au début s'estompe, et il faut la faire vivre. Et donc c'est aussi notre rôle en tant que bailleur institutionnel d'entretenir ça et de le proposer comme un service pour nos clients. Mais Franck, par exemple, sur un patrimoine comme celui que vous décrivez, aujourd'hui, cette innovation, on va dire, cette nouvelle manière d'habiter ensemble, ça concerne quoi? 10%, 20%, 50% de votre parc? C'est peut-être une question piège, hein, ou 100%? C'est 100%. Enfin, tout le monde, c'est des résidences, donc ils sont. Alors pour les résidences étudiantes, c'est plus visible parce qu'ils sont là sur un temps plus court, ils partagent des préoccupations. Donc dès qu'on les amène à se connaître, ça crée de la vie dans la résidence. Dans les résidences, il y a des gens qui sont là depuis 50 ans, qui se connaissent. Il y a les associations de locataires qui sont aussi bien connues, je pense, dans le monde social. Donc il y a cette structure qui est là, qui vit. Après, ce qu'on peut constater, c'est que il y a une question de génération. Je pense qu'effectivement, les jeunes générations sont moins attirées par cette vie en commun, assez paradoxalement d'ailleurs, que des personnes plus âgées qui vont être à la recherche de ce lien. Mais je dirais que c'est 100%. La vie, le vivre ensemble, c'est 100% de nos résidences. Alors, est-ce que chez Alila aussi, par exemple, c'est un sujet qui vous motive, ça, Hervé Legros? Est-ce que c'est une demande aussi des élus? Je sais que vous êtes aussi souvent très en rapport, évidemment, par définition, avec les élus locaux. On en parlait avec Alexandra François-Cugzac. Comment vivent cette nouvelle forme d'habiter les élus? Est-ce qu'eux-mêmes, ils y sont sensibles, ou est-ce qu'ils veulent des logements le plus traditionnels possible? C'est quoi le sujet pour eux? Alors c'est vrai que nous, on n'est pas gestionnaire, donc je pense qu'on n'est pas à même de parler, même si on accompagne quand même nos clients, et je rejoins ce qui a été dit, il faut de l'animation. Je prends l'exemple, souvent on fait des jardins partagés. Voilà, c'est un lieu de vie où ça permet justement de pouvoir, le week-end, pouvoir éventuellement jardiner parce que la vraie problématique aujourd'hui qu'il y a, c'est que les gens ne se parlent pas en fait. Mais c'est un gros drame aujourd'hui en fait de notre. On est tous reliés à nos téléphones. De notre société aujourd'hui. On va plus se parler sur son téléphone que se parler en face de soi. Donc c'est vrai qu'il faut créer ces lieux de vie. Mais après, moi, si je peux dire aujourd'hui en tant que promoteur et parler des élus, je crois qu'aujourd'hui, les élus, beaucoup de métropoles sont dépassés par ça. Alors, certaines essayent de mettre l'innovation au cœur de leur plan local d'urbanisme, mais ça reste encore extrêmement marginal. Alors, vous en avez qui sont à l'extrême d'un autre, c'est-à-dire que vous en avez qui vont être complètement à 1000% derrière, et qui vont d'ailleurs demander aux promoteurs immobiliers de réaliser des choses qui, sur le papier, c'est très beau, mais dans la réalité, ça ne tourne pas, parce que le vrai problème qu'il y a, c'est le coût. Vous disiez tout à l'heure aux États-Unis, oui, c'est une mentalité qui est différente. Mais aujourd'hui, vous prenez un appartement aux États-Unis, c'est même plus cher, si vous voulez, en charge que ce que coûte l'appartement. Oui, on parle de grandes métropoles là, voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que si vous voulez, on a cette problématique. Moi, si je peux parler d'élus, parce que je crois qu'aujourd'hui notre défi de demain, c'est les élus, c'est comment aujourd'hui sensibiliser les élus à que le promoteur n'est pas un ennemi, mais plutôt un partenaire. Et je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire que l'élu a un peu de mal des fois à comprendre que le promoteur est là pour l'accompagner, pour justement produire plus. Et c'est vrai que là, on est malheureusement dans des situations où, même déjà à l'heure où je vous parle, même depuis quelques semaines, où des élus freinent la construction parce qu'il y a des prochaines élections municipales. Et
on arrive de temps en temps à leur faire rappeler que voilà, peut-être par de l'innovation, peut-être par de l'immobilier autrement, on pourrait justement aujourd'hui sensibiliser une population ou même leur population à pouvoir accéder à un logement qui ne sont pas forcément touchés. Mais c'est vrai que le logement aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vieux métier déjà. L'immobilier, c'est un vieux métier. Un très vieux métier même. Et beaucoup de gens sont encore sur des vieilles pratiques. Et c'est vrai qu'il faut justement faire changer les mentalités. Ça bouge. Mais les mentalités sont en train de changer. Oui. Et ça prend du temps. Et ce temps, il faut le prendre, mais surtout, il faut le faire en concertation. Et puis ces trophées nous montrent aussi à quel point, on viendra dans la deuxième partie de notre matinée, nous, ce que nous aimons aussi, c'est ces maires, ces collectivités territoriales qui sont extrêmement innovantes. On en voit beaucoup. Et moi, j'ai toujours plaisir quand on voit un maire qui s'investit à fond. On voit bien la différence, d'ailleurs, entre un maire qui s'investit à fond sur ce sujet et peut-être d'autres élus qui sont peut-être moins concernés. Ça peut arriver. Catherine. Peut-être faire réagir Alexandra François-Cuxat et Je puis sens Nadia Bouillet qui a aussi des choses à dire. Non, mais parce qu'il avait un propos provocateur, donc je ne pouvais pas laisser passer ça. Mais plus sérieusement, sur le sujet de la participation et le rôle un peu moteur que peuvent avoir éventuellement les élus là-dedans, c'est bien sûr nous donner des espaces qui permettent cette innovation. Ils l'ont commencé avec les écoquartiers, avec plus ou moins de bonheur, mais c'était déjà une motivation intéressante. Mais attention, je ne crois pas qu'il faille inscrire l'innovation dans le droit des sols. Hein. Je ne crois pas que notre document d'urbanisme doive être... Je crois qu'il faut laisser au contraire ce qui ressort de toute cette plateforme-là d'intervenants, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations différentes, diversifiées, partagées. Certains groupes ont fait de leur ADN les services, d'autres l'innovation technologique, les troisièmes le décor par le paysage, etc. Et l'impact sur la santé, d'autres sur la sécurité. Donc je crois qu'il faut au contraire laisser beaucoup de fluidité, de souplesse. C'est bien le sujet de l'urbanisme de projet, c'est bien le sujet de cahier des charges que l'on plaide pour être moins, moins contraignant, moins directif, mais au contraire beaucoup plus coproduit avec les acteurs. Je crois qu'il y a énormément de richesse chez les opérateurs. Je vois bien sûr que les majors dans notre pays ont ce rôle comme ça de leader, sont les seuls après tout qui ont des cellules de recherche et développement chez eux. C'est quand même important qu'on le sache, c'est quand même une fierté. Ces gens-là sont au service de toute la profession quand on se met autour d'une table à la fédération et qu'on essaye de faire progresser les choses et les mentalités. Donc je crois que ça c'est très important, ça a un rôle aussi d'entraînement de tous les opérateurs locaux. Je rappelle qu'il y a 85% d'opérateurs locaux de moins de 10 salariés dans ce pays. Hein, donc c'est très très important et ce rôle d'entraîner toute une profession vers l'innovation au service bien sûr de politiques de peuplement, de stratégies d'aménagement du territoire que portent nos élus vaillamment parce que c'est pas facile, mais je répète, il faut vraiment amener avec nous les habitants parce que sinon c'est un rejet. Et les 34 ou 35 000 recours qu'on a aujourd'hui dans ce pays témoignent d'un rejet, c'est-à-dire d'une mauvaise compréhension et donc certainement d'une mauvaise pédagogie si on veut balayer devant nos portes. Donc je crois que collectivement, il faut qu'on se retrousse les manches pour que cette innovation soit vraiment au service à la fois du confort, à la fois du progrès social, mais aussi dans un meilleur, pour utiliser un terme galvaudé, mais vivre ensemble, quoi, une espèce d'urbanisme apaisé. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'un bailleur social à ce sujet, Nadia Bouillet, qui sont des sujets qui sont importants aussi, bien sûr, pour un bailleur social. Je pense qu'on partage tous là, autour de la table l'enjeu d'améliorer les conditions de vie globalement des habitants et que les élus. C'est un bon enjeu. Non, mais les élus des territoires aussi. Et moi, je voulais justement réagir en fait à vos propos pour vous illustrer en fait l'importance du partenariat et vraiment du partenariat de l'ensemble des acteurs. Et quand on regarde nos enquêtes de satisfaction des locataires, finalement, vous les faites régulièrement, pardon? Ah oui, très régulièrement, puisque c'est notre thermomètre et c'est un indicateur évidemment, qui est vraiment au cœur de notre gestion. En fait, quand on regarde sur quoi ils sont contents, finalement, il n'y a qu'un quart, je dirais, de la satisfaction qui va être lié et qui est généralement bien rempli, qui est le rôle de nos gardiens qui sont présents et sur lesquels ils sont vraiment contents de leur travail et de cette présence. Mais les 3/4 de la satisfaction de nos locataires en tant que bailleurs social, c'est lié aux prestations de nos fournisseurs. C'est-à-dire soit à la conception initiale d'un logement, donc ça c'est très important pour la vie derrière, donc on parlait des nouveaux logements BBC, soit au service justement, le fonctionnement de l'ascenseur, le chauffage, tout ce qui... donc il y a un enjeu énorme, je dirais, d'un bon fonctionnement entre le propriétaire et tous les services qui sont autour, et c'est là-dessus où on peut utiliser, je pense, de plus en plus les nouvelles technologies pour apporter service. Aujourd'hui, quand vous achetez un colis sur Amazon, vous allez regarder où il en est, votre colis. Quand vous faites une réclamation
c'est pas si évident. Oui. Le secteur immobilier, il va pas vous dire l'intervention, enfin pas de façon aussi automatique. Et je pense qu'on peut aller vers ça aujourd'hui. On a les outils en fait pour aller vers cette traçabilité et puis quelque part cette information sur les équipements. Et ça va être de plus en plus facile avec la numérisation. Alors on a encore là des enjeux de coût, en tout cas pour nous bailleurs, c'est-à-dire qu'il faut que vous continuez à innover les uns et les autres pour qu'on puisse avoir des technologies moins chères pour réussir à aller vers ça, mais je pense que c'est un enjeu très fort en fait, c'est-à-dire cette chaîne et ce bon fonctionnement aussi bien du bailleur que des prestations en fait qu'on donne à nos locataires. Alors moi j'aimerais bien des exemples très très concrets. Est-ce que je peux me retourner vers Sophie Rousseau? On va lui donner un micro. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret d'un habiter autrement dans les immeubles que propose Quartus? Oui, alors, ou d'autres. Non, mais enfin, je pense que ça va plutôt de Quartus. Il y en a un d'actualité, donc ça voilà. Ça va être facile. C'est celui qu'on a inauguré. Alors, il paraît que je parle tout le temps de Paris, donc je vais parler de Nantes. Parlons de Nantes. Oui. Nous aimons beaucoup Nantes. Nantes, pour le coup, là, on a des élus. On parlait du travail avec les élus. Là, on est vraiment sur un travail collaboratif avec une ambition politique sur l'île de Nantes, donc qui en plus est le lab pour la ville de Nantes de l'innovation du savoir-faire, et où s'est mis en place en 2012 une association qui s'appelait E-Link. Donc, on vient de livrer l'opération avec Vinci Immobilier et Adim. Pour nous, c'est une opération qui présente absolument tout ce qu'on aime faire et tout ce qu'on a envie de démontrer, où on a mis en place de la maîtrise d'usage. Donc ça, c'est aussi le nouveau terme dont on parle, qui est un mix en fait entre tout ce qui est bon dans la co-création, l'habitat participatif, et le design thinking, mais avec un promoteur qui est là au milieu et qui n'est pas juste une communauté d'habitants qui co-construit. Donc on a mis en place une maîtrise d'usage où on a fait des ateliers, énormément d'ateliers avec les futurs acquéreurs, les habitants du quartier. Et finalement, avant même qu'il y ait l'offre numérique, alors maintenant à le refaire, peut-être qu'on rajouterait dessus une couche numérique, mais il faut quand même de l'atelier en présentiel, c'est hyper important. Bien sûr. Et du coup, ce qui était dit tout à l'heure par Abik, c'est vrai, on s'en est rendu compte, on était parti sur des idées un peu préconçues en se disant, par exemple, on va faire un gîte urbain, qui est cette pièce en plus. Finalement, non. Au final, après les ateliers, ça a disparu. Voilà, il y a des choses qui sont apparues, il y a des choses qui ont disparu. On a fait évoluer notre offre de conciergerie. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est qu'on l'a testé en phase provisoire. C'est-à-dire, pendant tout le chantier, on avait mis en place une conciergerie qui a commencé à offrir des services aux habitants. Et c'est super intéressant parce que c'est la méthode en fait itérative. Donc on a testé des choses. On s'est dit, on ne sait pas faire. On est le promoteur, on n'est pas des sachants. On ne sait pas mieux que les gens qui vont habiter ce dont ils ont besoin. Et donc, on va tester des choses. On a testé les cours de yoga, les fêtes, le guichet La Poste. Alors, le yoga, ça marche? Ça marche à mort. Ah. Non, ça marche très bien, mais ça n'est qu'une brique qui est... Oui. Est-ce que c'est aussi les paniers en circuit court? Enfin, aujourd'hui, nous l'aurons pas. Hein, le service qui est demandé par, je crois, 93% des gens, c'est le colis, la réception de colis. Ça reste aujourd'hui majeur. Et il faut tous qu'on s'équipe de lieux pour recevoir le colis. Avec le e-commerce qui est en train d'exploser, c'est une nécessité pour les villes aussi. Donc voilà, c'est des choses comme ça, et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur ce que ça veut dire, faire de la maîtrise d'usage et avoir cette ambition. C'est une opération qui a commencé en 2012, qu'on vient de livrer en 2018. Et c'est là où je me rapproche de ce que tu pouvais dire, Alexandra, tout à l'heure sur les promoteurs. Il y a un promoteur derrière, il y a des gens qui portent le terrain, qui ont mis des fonds propres, qui portent ça, et c'est pas parce qu'il y a des solutions technologiques qui viennent et qui nous aident, il faut quand même avoir des reins assez solides pour le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans des villes où le politique porte, permet d'accélérer aussi tout ce qui est les autorisations et nous permet de travailler, parce que c'est des enjeux qui sont extrêmement lourds. C'est toujours le problème de la temporalité, il faut se donner du temps. Et en même temps, pour nous, le temps est la donnée critique. Voilà, et la donnée critique. Donc c'est aujourd'hui ça, où peut-être l'outil numérique va nous aider à accélérer. Justement, les élus ont besoin d'être accompagnés. Ils peuvent aussi se tromper parfois, suivre des modes ou des envies qui sont à la mode et se tromper. Vous m'aviez évoqué Oui, mais heureusement, l'erreur doit être... Et encore, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre civilisation, mais l'erreur, notamment dans les mondes anglo-saxons, est très valorisée. L'erreur, si elle nous permet d'apprendre, si elle est documentée, nous permet d'apprendre, c'est intéressant. C'est ce qu'on a voulu faire quand on l'a fait de manière itérative. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la problématique que nous, on construit du dur, et que changer le dur, c'est pas aussi simple que de modifier un service. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de réversibilité, on tourne beaucoup, mais c'est pas aussi simple que ça. Il y a des réglementations, il
c'est pas si simple. Donc on est là pour accompagner, mais on est là, et je rejoins, pour écouter les usagers. Et alors aujourd'hui, on a d'autres solutions, on fait des sondages, on fait énormément de sondages en ligne, des ateliers, du design thinking. Et donc pour finir, un exemple concret, donc Healing, c'est 180 logements, une conciergerie, 6000 m² de bureaux. Les habitants ont eux-mêmes demandé des parkings mutualisés. Donc on n'a plus des parkings individuels mais mutualisés. Et on met nos bureaux d'ailleurs de Quartus là-bas. Voilà, et il y a plein de choses en termes de services. Mais en fait, c'est le process qui était très intéressant aussi à raconter. Tout ce qui a changé par rapport à l'idée qu'on avait au départ. Alexandra. Oui, je veux réagir parce que ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, il y a un niveau d'exigence de l'opérateur qui va exister ou qui ne va pas exister. Et je crois que ce qui va faire la différence, c'est des opérateurs qui seront exigeants, qui vont se donner quand même un certain temps pour tester, pour accepter de se tromper et pour le faire du coup assez collectivement, parce que sinon ça va lui être reproché. Donc ce niveau d'exigence, il est très important. C'est pour ça aussi qu'on voit à la fédération pas mal de rapports, de rapprochements entre les promoteurs, pas mal de copromotion également, entre différents types d'acteurs, petits, moyens, gros, mais c'est pas tellement la taille aussi qui compte, c'est l'agilité. Et ça, c'est assez créateur de valeur aussi, je trouve. On est moins, y compris chez les opérateurs, dans l'émiettement et dans l'individualisme. Hein. On partage aussi des bonnes pratiques, etc. Je trouve que ça, c'est notable et je pense que c'est vraiment au service des projets. Alors ces bonnes pratiques, par exemple, est-ce qu'entre bailleurs sociaux, vous discutez? Est-ce que le monde HLM est un monde passionnant? Et est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que vous piquez les idées des autres? Est-ce que vous faites du benchmarking, comme on dit en good French? Ou pas du tout? Oui, tout à fait. Et on est, vous savez, dans des dynamiques justement aussi de rapprochement chez les bailleurs sociaux. J'ai cru comprendre que c'était le cas un peu chez Novaxi. C'est le cas chez nous, tout à fait, avec France Habitation et Sogemac Habitat. Et en fait, en se rapprochant, c'est une très bonne façon de remettre à plat un certain nombre de choses et puis de regarder les meilleures pratiques du secteur pour les appliquer. Et je pense qu'il y a une belle dynamique là, qui est enclenchée partout dans notre secteur. On a un travail, une habitude de travail collectif déjà, quand même chez les bailleurs sociaux, qui est très ancré dans l'ADN des bailleurs. Et en plus, le fait d'être, je dirais, de travailler ensemble et de travailler sur ces bonnes pratiques, ça va aussi permettre je dirais, d'être un peu aussi d'offrir plus globalement des nouveaux services à nos locataires. Et en massifiant, on peut quelquefois aussi apporter des bonnes idées et puis être aussi comme vous disiez, on est souvent maître d'ouvrage, donc être aussi exigeant justement sur la qualité de nos logements au départ pour permettre cette réversibilité demain et permettre un usage sur du long terme. Donc oui, on est également beaucoup dans le partage, mais on le partage aussi pas que entre bailleurs sociaux. Je pense que ce partage, il se fait vraiment de façon, comment dire, très sereine et très professionnelle avec l'ensemble de la filière et avec les promoteurs qui sont nos partenaires, puisque je dirais plus de la moitié de nos logements, c'est des logements acquis auprès des promoteurs. Donc en fait, on est vraiment liés là-dessus sur des exigences professionnelles partagées. Donc quand vous commandez un immeuble à Hervé Le Gros, vous êtes exigeante, si je comprends bien. Et à d'autres. Oui, mais justement, c'est ça qui fait la qualité et qui fait la satisfaction derrière. Et je pense que ce partenariat, il est très précieux avec des acteurs. À Lila, là, on vient d'inaugurer ensemble une résidence. C'est pour ça que je vous posais la question. Avec l'ensemble des promoteurs avec lesquels on travaille. Franck Lirzin, peut-être côté foncière, il y a un petit peu moins de concurrence actuellement. C'est un petit peu moins, vous avez un peu moins de concurrents qui se lancent dans le logement. Vous, les bonnes pratiques, vous les prenez d'où? Alors, vous les prenez de tous les autres acteurs? On les prend effectivement des bailleurs sociaux. Alors, certains échanges, on les prend aussi surtout de l'étranger, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs du logement institutionnel privé dans les pays qui nous entourent, en Allemagne. Deutsche Wohnung, Vonovia. Il y a des acteurs français aussi qui sont en Allemagne, au Royaume-Uni, à New York. Et donc on voit que déjà qu'ils sont tous confrontés aux mêmes problématiques, le e-commerce avec la montée des colis, l'exigence des locataires. Donc c'est intéressant de partager. Il y a des chemins qui sont pris qui sont différents. En Allemagne, ils sont beaucoup sur l'industrialisation des services. Aux États-Unis, ils sont plus sur la qualité, la quantité de services qui sont offerts à leurs locataires. Donc voilà, on prend
qu'en Espagne, ils vont travailler sur les espaces communs, sur la mutualisation. Donc on prend de ces bonnes pratiques un peu partout, on s'en inspire. Je pense qu'en France, on est assez bon finalement sur l'innovation, tout ce qui va être technologique, l'utilisation des data. Disons que nous sommes bons. Oui, mais il faut le dire. Parce que quand on en parle à l'étranger, ce n'est pas des choses sur lesquelles ils sont très en avant. Le bâtiment connecté, le logement connecté. Et en France, on a beaucoup de start-up, on a beaucoup d'acteurs qui se positionnent là-dessus. Donc c'est une chance aussi pour nous, pour la France, pour aller sur ce créneau plus de la technologie, de l'innovation. Si on terminait sur une note optimiste, Catherine? Complètement d'accord avec ça. Oui. Et un petit salut aux gens de Real Estate qui sont dans la salle, qui Absolument. portent ce sujet aussi. Et je pense qu'en France, nous sommes bons dans ce secteur. Et donc, dans cette idée d'habiter autrement, de l'innovation, je pense que nous ne sommes pas du tout en retard. Au contraire, eh bien, allons-y. Travaillons ensemble. Mille merci pour cette table ronde vivante et agréable. Merci à vous. Et puis, nous allons enchaîner sur notre deuxième sujet. Merci, merci.